Lors de nos fiançailles, elle m'a chuchoté, j'ai des doutes. Surtout. Alors j'ai annulé le mariage sur le champ et expliqué à tout le monde pourquoi. La semaine dernière, elle m'a vu au parc avec ma femme et notre fille. Elle a dit qu'elle avait besoin de savoir si c'était vraiment ça, juste là devant tout le monde lors de la célébration de notre 5e anniversaire. Le truc c'est que j'avais passé des mois à planifier cette fête dans notre loft du centre-ville, pensant que nous célébrions la fondation de quelque chose de permanent. Je me suis trompé sur beaucoup de choses ce soir-là, mais surtout je me suis trompé sur Grace. Je l'ai regardée évoluer dans la pièce ce soir-là, se déplaçant entre les groupes d'amis et de membres de la famille avec la grâce exercée de quelqu'un qui savait exactement à quel point elle était belle dans cette robe émeraude que je l'avais aidée à choisir 3 semaines plus tôt. Notre loft donnait sur les lumières de la ville, et j'avais tendu des guirlandes lumineuses sur les murs en briques apparentes, engagé le trio de jazz qu'elle avait mentionné adorer après un concert auquel nous avions assisté le printemps dernier, et même retrouvé ce pinot noir spécifique de notre 2e rendez-vous au petit bistrot de North Beach. 80 personnes s'étaient réunies pour célébrer ce que je pensais être notre avenir commun, y compris mes parents qui étaient venus de Portland, et toute sa famille élargie qui avait fait la route depuis Sacramento. Grace avait insisté pour inviter ses sœurs de sororité de l'université, 6 femmes que j'avais rencontrées exactement 2 fois, qui ont passé la soirée à prendre des selfies et à faire des commentaires pointus sur les délais de fiançailles. Toute la foule était un mélange de nos relations les plus proches et de personnes qui semblaient plus intéressées à documenter la soirée qu'à la célébrer réellement. Grace se déplaçait parmi eux avec cette énergie magnétique qui m'avait d'abord attiré. Mais ce soir, quelque chose semblait différent, plus performatif que sincère. Elle m'a pris à part près du balcon vers 21h30, nous positionnant parfaitement à portée de voix de ses sœurs de sororité qui faisaient semblant d'admirer la vue panoramique tout en s'efforçant manifestement de capter chaque mot de ce qu'elle supposait être un moment privé romantique. La mise en scène calculée aurait dû être mon premier indice, mais je pensais encore comme quelqu'un dans un partenariat plutôt que comme quelqu'un qui se faisait monter pour une humiliation publique. Grace a chuchoté qu'elle avait des doutes sur tout, sur nous, sur le fait que nous suivions simplement les mouvements parce que tout le monde s'y attendait. Elle a dit qu'elle se sentait piégée par le calendrier que tout le monde nous avait imposé, que nous devions peut-être ralentir et déterminer si c'était ce que nous voulions vraiment tous les deux ou si nous suivions simplement un scénario prédéterminé. Sa voix portait juste assez pour que son public entende les phrases clés sur le fait de se sentir piégé et d'avoir besoin d'espace. Et j'ai réalisé que ce n'était pas une conversation privée, mais une performance soigneusement orchestrée conçue pour justifier tout récit qu'elle avait construit sur notre relation à quiconque voulait bien l'entendre. Quand elle a déclaré assez fort pour les témoins qu'elle avait besoin de savoir si c'était vraiment ça, si nous nous contentions du confortable au lieu de poursuivre quelque chose d'extraordinaire, j'ai senti quelque chose changer en moi comme un mécanisme qui s'enclenche. L'humiliation était intentionnelle, le moment calculé pour maximiser l'embarras. Le public triait sur le volet pour diffuser sa version des événements. J'ai regardé son visage sous la douce lumière de ces guirlandes que j'avais accrochées avec tant d'espoir plus tôt cet après-midi, et j'ai vu une étrangère qui avait planifié ce moment pendant que je planifiais notre mariage, quelqu'un qui avait coaché ses amis sur la façon de réagir de manière solidaire lorsqu'elle révélerait ses doutes. Alors, je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait, mais pas comme elle l'avait scénarisé. J'ai reculé, j'ai élevé la voix légèrement mais clairement, et j'ai annoncé aux 80 invités que nos fiançailles étaient terminées parce que Grace avait de sérieux doutes sur tout ce que nous avions construit ensemble au cours des 5 dernières années et sentait que nous devions prendre des chemins séparés. Le silence qui a suivi était assourdissant, rompu seulement par le trio de jazz qui continuait son set romantique en arrière-plan, complètement inconscient du fait qu'il fournissait maintenant la bande-son de la rupture la plus publique de ma vie. Le visage de Grace est devenu blanc, puis rouge, alors qu'elle réalisait que j'avais pris le contrôle de son récit soigneusement planifié et que je l'avais complètement retourné, transformant son moment de révélation dramatique en quelque chose qui la faisait paraître indécise et cruelle plutôt que courageuse et honnête. Ce n'était pas comme ça que son scénario devait se terminer, et les chuchotements confus de ses sœurs de sororité ont confirmé que même son cœur de soutien ne savait pas comment réagir à ce rebondissement. Je suis retourné à mon appartement minimaliste du centre-ville le lendemain matin et j'ai commencé à démanteler nos plans de mariage avec la même précision systématique que j'utilisais pour les projets d'ingénierie marine. Le vignoble de la Napa Valley est venu en premier. 18 mois de réservation à l'avance qui avaient nécessité un acompte substantiel et plusieurs visites sur place où Grace s'était photographiée parmi les vignes pour ses publications sur les réseaux sociaux sur notre avenir parfait. La coordinatrice du lieu semblait sincèrement désolée lorsque j'ai expliqué que les fiançailles étaient rompues, mais les frais d'annulation n'étaient pas négociables, quelles que soient les circonstances. Ensuite, il y a eu le quatuor de jazz que nous avions engagé après avoir assisté à 3 éditions différentes.
Des musiciens que Grace avait choisis parce qu'ils lui rappelaient la bande originale de son film romantique préféré. Puis l'entreprise de traiteur artisanal spécialisée dans les présentations de la ferme à la table, avec des ingrédients locaux et des cartes de menu calligraphiées à la main pour lesquelles Grace avait passé des semaines à perfectionner la formulation. La location de voitures de collection pour notre transport de départ, une Mustang cabriolet des années 1960 de couleur vert écume de mer que Grace avait insisté pour dire qu'elle ferait des photos incroyables, a nécessité un appel téléphonique à un collectionneur de Soma qui avait hâte de présenter son travail de restauration lors de notre célébration. Chaque annulation donnait l'impression d'enlever chirurgicalement des morceaux d'un avenir auquel j'avais cru complètement, mais la nature mécanique de la tâche m'a permis de me concentrer sur la logistique plutôt que sur les émotions. Le coût financier était substantiel. Des milliers de dollars en acompte perdu qui représentaient des mois d'économie prudente, mais le soulagement de ne pas avoir à faire semblant que tout allait bien valait chaque dollar perdu. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels inquiets de membres de la famille qui avaient été témoins du désastre de la nuit précédente, des messages textes d'amis me demandant si j'allais bien, des messages vocaux de parents de Grace qui semblaient plus confus que compatissants quant au changement soudain de plan. J'ai activé le mode avion et j'ai passé le reste de la journée à effacer méthodiquement toute trace de notre avenir commun de mon espace de vie. Les photos de fiançailles ont été retirées de leur cadre sur la cheminée, remplacées par les œuvres d'art originales que j'avais stockées dans le placard lorsque Grace a emménagé avec sa collection d'imprimés de citations inspirantes. Ses produits de soins de la peau ont disparu du comptoir de la salle de bain. Sa sélection soigneusement organisée de coussins a disparu du canapé, et son tableau de vision d'inspiration de mariage a été enroulé et placé près de la porte avec le reste de ses affaires que j'avais rassemblées dans des boîtes bien rangées. Le moment le plus satisfaisant est venu lorsque j'ai découvert qu'elle avait déjà contacté elle-même plusieurs vendeurs dans les jours précédant notre fête d'anniversaire, mettant des options sur des annulations potentielles au cas où les choses ne se passeraient pas selon le plan qu'elle avait élaboré. Le fleuriste a mentionné que Grace avait appelé 3 jours plus tôt pour s'informer de leur politique d'annulation. Et le photographe a révélé qu'elle avait demandé des informations sur le report plutôt que le report, comme si elle s'était construit une issue de secours pendant que je nous construisais un mariage. Cette révélation a transformé mon démantèlement méthodique d'une nécessité douloureuse en quelque chose qui ressemblait plus à la découverte de preuves d'une trahison qui avait été planifiée bien avant cette conversation sur le balcon. La précision clinique de mes actions est devenue une méditation sur la reprise du contrôle d'un récit que je n'avais jamais réalisé que je perdais. Et le soir, mon appartement me semblait à nouveau le mien pour la première fois depuis des mois. 3 jours plus tard, Grace est arrivée à l'improviste à mon appartement avec le genre de vulnérabilité calculée qui avait toujours été sa spécialité. Debout à ma porte en survêtement et en pull surdimensionné qui la faisait paraître plus petite et plus fragile que la femme confiante qui avait orchestré notre rupture publique. Elle a exigé de savoir pourquoi j'avais surréagi à ce qu'elle appelait des angoisses normales avant le mariage, se positionnant comme l'adulte raisonnable essayant de naviguer dans des émotions complexes alors que j'étais apparemment trop émotionnellement retardé pour gérer une communication honnête sur notre relation. La performance était magistrale dans son exécution, avec des pauses soigneusement chronométrées et un contact visuel stratégique qui suggérait que j'assistais à une vulnérabilité authentique plutôt qu'à une autre manipulation calculée. Elle a expliqué qu'elle avait seulement besoin d'être rassurée sur le grand pas que nous faisions, que tout partenaire mature aurait reconnu ses préoccupations comme une anxiété naturelle plutôt que comme des doutes fondamentaux sur notre compatibilité. Selon le récit révisé de Grace, elle avait essayé de créer un espace pour que nous puissions avoir une conversation d'adultes sur les pressions que tout le monde nous mettait pour suivre un calendrier traditionnel. Mais j'avais choisi de l'humilier publiquement au lieu de m'engager avec ses préoccupations légitimes sur le fait que nous nous précipitions dans le mariage à cause d'attentes externes plutôt que d'une véritable préparation. La manipulation psychologique était d'une audace à couper le souffle, transformant sa confrontation publique calculée en mon échec à fournir un soutien émotionnel pendant son moment d'incertitude compréhensible. Elle m'a accusé d'avoir été émotionnellement indisponible tout au long de notre relation, quelqu'un qui préférait planifier la logistique à se connecter réellement avec la personne que je prétendais aimer, et a suggéré que mon empressement à tout annuler prouvait que j'avais cherché une excuse pour m'échapper plutôt que de me battre pour ce que nous avions construit ensemble. L'ironie de quelqu'un qui avait passé des semaines à planifier notre rupture, m'accusant d'éviter les conversations difficiles, ne m'a pas échappé. Mais Grace a livré ses accusations avec l'indignation vertueuse de quelqu'un qui croyait sincèrement à sa propre version révisée des événements. Elle a insisté sur le fait que les couples qui s'aiment vraiment surmontent ensemble les doutes et les peurs au lieu d'abandonner le navire au premier signe de complexité, et que ma volonté de démanteler immédiatement notre avenir prouvait que je n'avais jamais été aussi engagé que je l'avais prétendu. La manipulation était si sophistiquée que, pendant un moment, je me suis presque demandé si j'avais surréagi,
si sa mise en scène publique avait été ma mauvaise interprétation de quelqu'un qui luttait sincèrement avec la peur de l'engagement plutôt que de quelqu'un qui orchestrait une humiliation maximale. C'est à ce moment-là que j'ai calmement révélé que j'avais trouvé les brouillons de messages sur son ordinateur portable toujours connecté à notre compte cloud partagé que je n'avais pas pensé à vérifier avant qu'elle n'ait déménagé ses affaires immédiates. Les messages racontaient une histoire complètement différente de celle qu'elle essayait de vendre, des scénarios détaillés pour différentes situations à la fête d'anniversaire, avec des notes de coaching pour ses sœurs de sororité sur la façon de réagir de manière solidaire lorsqu'elle révélerait ses doutes sur notre avenir. Il y avait des plans de secours pour diverses réponses que je pourrais donner, des stratégies pour se positionner comme la courageuse prête à poser des questions difficiles tout en me faisant paraître soit contrôlant, soit émotionnellement immature selon la façon dont je gérerais sa révélation. Elle avait même pratiqué différentes façons de formuler ses préoccupations pour maximiser l'impact sur notre public tout en maintenant un déni plausible quant à ses véritables intentions. Lorsque Grace a vu les impressions que j'avais faites de ces documents de planification, son masque soigneusement construit de vulnérabilité blessée s'est finalement complètement fissuré. Elle s'est effondrée et a admis qu'elle s'était sentie dépassée par les attentes de tout le monde et la pression de planifier un mariage qui ressemblait plus à une performance qu'à une célébration, mais a insisté sur le fait que son amour pour moi était réel, même si ses méthodes avaient été mal avisées. Les larmes étaient sincères cette fois, mais elles sont venues trop tard et pour toutes les mauvaises raisons. J'ai expliqué calmement que l'amour n'orchestre pas l'humiliation publique pour une clarté personnelle. Que quelqu'un qui se soucie vraiment de son partenaire ne passe pas des semaines à planifier la manière la plus dévastatrice de révéler ses doutes tout en faisant semblant que tout va bien. Je lui ai dit que quelle que soit l'anxiété qu'elle ressentait à propos de notre avenir, il y avait eu d'innombrables occasions de conversations privées qui ne nécessitaient pas un public de 80 personnes pour assister à ma destruction. Alors que je lui demandais de partir et que je la raccompagnais à la porte, j'ai expliqué que je changeais tous mes mots de passe et que je supprimais son accès à chaque compte partagé, effaçant ainsi pour toujours notre enchevêtrement numérique, afin qu'elle ne puisse plus planifier de révélations surprises en utilisant des informations destinées à être privées entre des partenaires qui se faisaient confiance. Je me suis plongé dans mon travail de consultant en ingénierie marine avec le genre d'intensité concentrée qui m'avait permis de terminer mes études supérieures, en prenant des projets supplémentaires qui m'obligeaient à analyser les spécifications des plateformes offshore et à calculer les exigences de portance pour les développements d'infrastructures côtières. La prévisibilité mécanique des problèmes d'ingénierie est devenue mon refuge contre le chaos émotionnel que Grace avait introduit dans ma vie et j'ai trouvé une satisfaction sincère à résoudre des défis structurels complexes qui avaient des paramètres clairs et des solutions définitives. J'ai également commencé à m'entraîner pour un triathlon, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais que je n'avais jamais poursuivi parce que Grace considérait les sports d'endurance comme des activités ennuyeuses et chronophages qui détournaient l'attention de nos obligations sociales et de nos projets de week-end. Elle avait soigneusement organisé autour de son calendrier de contenu Instagram. La natation, le cyclisme et la course à pied ont créé un rythme qui a ancré mes journées dans des progrès mesurables plutôt que dans le terrain émotionnel imprévisible que j'avais navigué pendant des mois sans m'en rendre compte. Les nouvelles sur la vie de Grace filtrées par nos amis communs avec le genre de régularité réticente qui se produit lorsque les gens se sentent obligés de vous tenir informés du déclin dramatique de quelqu'un tout en prétendant qu'ils ne font que des conversations informelles. Elle avait brièvement fréquenté un blogueur de voyage nommé Cooper qui était spécialisé dans le contenu de tourisme d'aventure et l'avait convaincu de l'accompagner dans plusieurs voyages coûteux qu'elle avait largement documentés sur les réseaux sociaux avec des légendes sur l'adoption de la spontanéité et la vie authentique. La relation avait duré exactement assez longtemps pour qu'elle quitte son emploi en marketing et s'engage dans un style de vie de voyage constant, moment auquel Cooper l'avait abandonné pour une mission en solo documentant la culture du surf en Nouvelle-Zélande, laissant Grace bloquée au Costa Rica avec des cartes de crédit au maximum et sans billet de retour. Ses parents ont dû virer de l'argent pour son vol de retour. Et elle avait été forcée de retourner dans leur chambre d'amis tout en cherchant un nouvel emploi sur un marché du travail qui n'était pas particulièrement indulgent envers les personnes qui avaient quitté des postes stables pour devenir des influenceurs de voyage. Les retombées sociales de notre rupture très publique avaient également affecté sa réputation professionnelle, car plusieurs collègues avaient été témoins de sa performance calculée à la fête d'anniversaire et avaient commencé à remettre en question sa fiabilité et sa stabilité émotionnelle dans des situations professionnelles qui exigeaient discrétion et professionnalisme. Ses tentatives de reconstruire sa carrière ont été entravées par le fait qu'elle avait brûlé des ponts avec plusieurs anciens clients pendant sa brève phase de blogueuse de voyage, donnant la priorité à la création de contenu plutôt qu'à l'achèvement des campagnes de marketing pour lesquelles elle avait été engagée. Le rebondissement inattendu dans cette histoire déjà satisfaisante de conséquences naturelles a émergé lorsque ma voisine,
Madame Chen a mentionné lors de notre conversation hebdomadaire sur les problèmes d'entretien du bâtiment qu'elle avait remarqué une voiture familière garée devant notre bâtiment plusieurs fois au cours du mois dernier, toujours aux heures où j'arrivais généralement du travail ou partais pour mes séances d'entraînement matinales. La description qu'elle a fournie correspondait parfaitement à la Honda argentée de Grace. Et quand j'ai commencé à prêter plus attention à mon environnement, j'ai commencé à remarquer le même schéma de surveillance que Madame Chen avait observé. Grace menait apparemment une reconnaissance détaillée de mes routines quotidiennes, assise dans sa voiture avec une vue dégagée sur l'entrée du bâtiment tout en faisant semblant d'être au téléphone ou de vérifier ses messages chaque fois que d'autres résidents passaient devant son véhicule. Le comportement de harcèlement s'est intensifié lorsque l'amie de Grace, Melissa, m'a appelé sous prétexte de prendre de mes nouvelles. Mais la conversation a rapidement révélé son véritable objectif en tant que tentative d'intervention orchestrée par Grace elle-même. Melissa a expliqué que Grace avait élaboré des plans élaborés pour me rencontrer accidentellement à des endroits qu'elle avait identifiés grâce à ses efforts de surveillance, y compris mon café habituel où elle a découvert que je m'arrêtais tous les mardis et jeudis matins avant le travail, la salle de sport où je m'entraînais pour le triathlon, et même l'épicerie où je faisais mes courses pour la préparation des repas hebdomadaires. Selon Melissa, Grace avait répété des amorces de conversation informelles et planifié sa garde-robe pour ces rencontres fortuites fabriquées. Avec des histoires de secours sur la raison pour laquelle elle se trouvait à chaque endroit précisément au moment où j'étais le plus susceptible d'apparaître. Le niveau de calcul requis pour cette campagne continue de rencontres orchestrées a révélé que le besoin de contrôle et de manipulation de Grace s'étendait bien au-delà de notre relation et dans un territoire véritablement inquiétant qui suggérait qu'elle n'avait jamais accepté la réalité de notre rupture. J'ai tranquillement commencé à ajuster mes routines et à documenter ces incidents de harcèlement avec des photographies et des notes détaillées sur les heures et les lieux, réalisant que l'incapacité de Grace à lâcher prise allait probablement nécessiter une intervention légale si elle continuait à intensifier ses efforts pour forcer le contact avec quelqu'un qui avait clairement fait savoir qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle. Au cours de l'année suivante, Grace a lancé des tentatives de plus en plus désespérées pour rétablir le contact, qui sont passées de gênantes à véritablement préoccupantes, car elle a démontré une incapacité totale à accepter que notre relation était définitivement terminée. La campagne a commencé par des livraisons de fleurs anonymes à mon bureau, toujours des arrangements coûteux avec des cartes qui ne contenaient aucune signature, mais comportaient des citations sur les secondes chances et le pardon qui étaient manifestement destinés à déclencher des souvenirs de conversations que nous avions eus pendant des moments plus heureux de notre relation. Lorsque j'ai cessé de reconnaître complètement ces livraisons, les tactiques ont changé pour de faux appels d'urgence où Grace demandait à des amis de me contacter en prétendant qu'elle était en crise et avait besoin d'un soutien immédiat, pour que je découvre par des connaissances mutuelles qu'elle allait parfaitement bien et qu'elle orchestrait ses scénarios pour me forcer à répondre à ces urgences fabriquées. La manipulation est devenue si prévisible que j'ai commencé à filtrer tous les numéros inconnus et à refuser de m'engager dans toute crise qui ne provenait pas de canaux officiels ou de membres de la famille vérifiés qui pouvaient fournir des détails concrets sur les urgences réelles. Grace a également créé un faux compte de médias sociaux sous une identité complètement fictive, avec une histoire fabriquée et des photos empruntées, spécialement conçues pour surveiller mes activités et mes interactions sans révéler sa véritable identité à moi ou à quiconque dans mon cercle social. Ce faux personnage aimait et commentait mes publications avec juste assez de familiarité pour me rendre méfiant, mais jamais assez pour prouver définitivement que c'était Grace derrière le masque numérique soigneusement construit qu'elle utilisait pour maintenir une surveillance de ma vie personnelle. La percée est venue lorsqu'elle a envoyé une lettre manuscrite à mon appartement, contournant toutes les barrières numériques que j'avais établies, écrite sur du papier à lettres coûteux qu'elle avait probablement passé un temps considérable à sélectionner pour un impact émotionnel maximal. La lettre affirmait qu'elle suivait une thérapie intensive depuis des mois et qu'elle avait finalement réalisé que l'orchestration de la rupture de notre fête d'anniversaire avait été son moment le plus bas, un acte désespéré d'auto-sabotage déclenché par un traumatisme non résolu de son enfance qui l'avait inconsciemment poussé à détruire la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Elle a supplié pour un seul rendez-vous au café où elle pourrait s'excuser correctement et démontrer la croissance personnelle qu'elle avait réalisée grâce à une aide professionnelle, promettant qu'elle n'essayait pas de ressusciter notre relation, mais qu'elle avait simplement besoin de tourner la page pour avancer dans son processus de guérison. La lettre était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle déguisé en auto-réflexion sincère, touchant tous les déclencheurs psychologiques qu'elle savait qui feraient appel à mon sens de la compassion et de l'équité tout en la positionnant comme une personne réformée qui méritait une chance de rédemption. Cependant, la révélation la plus troublante est venue lorsque j'ai engagé un détective privé pour documenter le harcèlement croissant après que Grace ait commencé à se présenter à des endroits où je ne l'avais jamais vue auparavant, ce qui suggérait qu'elle avait étendu sa surveillance au-delà de mes routines habituelles.
L'enquêteur a découvert que Grace avait raconté à des gens de notre cercle social commun que nous étions en pause temporaire plutôt que séparés de façon permanente, créant un faux récit qu'elle utilisait pour justifier sa poursuite continue et expliquer ma froideur apparente envers ses tentatives innocentes de réconciliation. Plus troublant encore, elle avait activement saboté toute femme qui s'intéressait à moi en répandant des rumeurs soigneusement élaborées sur mes prétendus problèmes d'engagement et mon indisponibilité émotionnelle, se positionnant comme quelqu'un qui comprenait mes défauts, mais était prête à les surmonter, contrairement à ces autres femmes qui ne pouvaient pas gérer ma complexité. L'enquêteur a fourni des preuves de Grace approchant des femmes avec qui j'étais sorti de manière occasionnelle et les avertissant que j'étais toujours accroché à mon ex-fiancé et que je ne les utilisais que comme une distraction de rebond, empoisonnant ainsi toute nouvelle relation potentielle avant qu'elle ne puisse se développer naturellement. Son dernier geste désespéré a consisté à se présenter à mon immeuble de bureau à l'heure du déjeuner, vêtu de manière professionnelle et portant des fleurs tout en prétendant être là pour une réunion d'affaires lorsque la sécurité du bâtiment a remis en question sa présence dans le hall. Elle avait fait des recherches sur la liste des clients de mon entreprise et préparé une fausse histoire sur la représentation d'une organisation partenaire potentielle, mais sa nervosité évidente et son incapacité à fournir des détails spécifiques sur la prétendue réunion ont rendu la sécurité suffisamment méfiante pour appeler mon bureau pour vérification. Lorsqu'ils ont découvert qu'elle n'avait aucune affaire légitime dans le bâtiment et qu'elle était en fait une ancienne partenaire romantique tentant un contact non autorisé, ils l'ont escortée immédiatement et l'ont ajoutée à leur liste de surveillance des personnes non autorisées sur la propriété. J'avais déjà déposé une ordonnance restrictive la semaine précédente sur la base de la documentation du détective privé sur sa campagne de harcèlement systématique, et ce dernier incident a fourni des preuves supplémentaires de son mépris total des limites légales et de la bienséance professionnelle. Les tentatives de harcèlement ont révélé un niveau d'illusion et d'arrogance qui a validé chaque décision que j'avais prise ce soir-là à la fête d'anniversaire, confirmant que l'incapacité de Grace à accepter le rejet avec grâce était un défaut de caractère fondamental qui se serait finalement manifesté dans notre mariage, même si j'avais toléré ces tactiques de manipulation assez longtemps pour arriver à l'hôtel. 18 mois plus tard, j'ai rencontré Claire lors d'un événement de nettoyage de plage bénévole organisé par la Société locale de conservation marine. Et notre relation s'est développée avec le genre de facilité naturelle et de respect mutuel que ma relation précédente avait toujours manqué malgré mes efforts pour forcer une compatibilité là où il n'y en avait pas. Claire était biologiste marine spécialisée dans la restauration des écosystèmes côtiers. Quelqu'un qui partageait ma passion sincère pour la conservation des océans plutôt que de simplement tolérer mes intérêts professionnels. Comme Grace l'avait toujours fait avec un ennui à peine dissimulé. Notre première conversation a duré 3 heures alors que nous travaillions côte à côte pour enlever les débris d'une étendue de littoral près de la baie de Monterey, discutant de tout, de la pollution microplastique au défi d'ingénierie de la construction de jetées durables avec le genre de connexion intellectuelle que j'avais oublié possible entre partenaires romantiques. Elle était brillante sans être prétentieuse, drôle sans être cruelle, et possédait une confiance tranquille qui ne nécessitait pas une validation externe constante ou une présence sur les réseaux sociaux soigneusement organisée pour maintenir son estime de soi. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à l'aquarium où travaillait Claire, entourée uniquement de personnes qui soutenaient sincèrement notre partenariat plutôt que de participer à des opportunités de réseautage ou de médias sociaux. La liste des invités comprenait mes parents et mes amis les plus proches, les collègues de recherche de Claire qui étaient devenus de véritables amis au fil des années de travail sur le terrain partagé, et exactement 0 personne qui était là pour documenter l'événement pour leur propre divertissement plutôt que pour célébrer notre engagement réel l'un envers l'autre. La cérémonie elle-même reflétait nos valeurs et nos intérêts communs avec des vœux que nous avions écrits ensemble qui se concentraient sur le soutien des objectifs de l'autre et la construction d'une vie basée sur une connexion authentique plutôt que sur des attentes externes ou une performance pour les autres. Claire portait le simple collier de perles de sa grand-mère au lieu d'exiger des bijoux coûteux. Et nous avons servi de la nourriture locale qui reflétait nos valeurs environnementales plutôt que de choisir les options les plus dignes d'Instagram disponibles. Toute la célébration a coûté moins que ce que j'avais perdu en acompte de mon mariage annulé avec Grace, mais chaque détail semblait significatif car il représentait des choix que nous avions faits ensemble plutôt que des compromis conçus pour satisfaire la vision de perfection de quelqu'un d'autre. Claire était enceinte de 6 mois de notre fille Luna lorsque nous avons déménagé dans un chalet près de la côte, assez proche de nos 2 lieux de travail pour que nous puissions nous promener sur la plage tous les soirs et regarder le coucher du soleil sans le bruit et le chaos de la vie urbaine qui m'avait toujours laissé un sentiment d'épuisement plutôt que d'énergie. J'ai ressenti un profond contentement pendant ces mois tranquilles de préparation à la parentalité. Le genre de satisfaction profonde qui vient de la construction de quelque chose de réel avec quelqu'un qui veut les mêmes choses fondamentales de la vie. Claire n'a jamais exigé de cadeaux coûteux ou de gestes élaborés pour se sentir valorisée.
trouvant plutôt de la joie dans de petits rituels quotidiens comme notre café du matin sur la terrasse surplombant l'eau et les promenades du soir où nous discutions de nos projets de recherche et de nos projets pour élever notre fille près de l'océan que nous aimions tous les deux. Le contraste avec ma relation précédente était si frappant que j'avais parfois l'impression d'avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre pendant ces années avec Grace, faisant semblant d'apprécier les événements sociaux et les dîners coûteux alors que ce dont j'avais réellement envie était exactement le genre de partenariat tranquille que Claire et moi avions construit ensemble. L'aspect le plus remarquable de notre relation était la facilité avec laquelle tout semblait se dérouler lorsque les deux personnes voulaient réellement être là et contribuer de manière égale à la création de quelque chose de significatif ensemble. Le rebondissement qui a rendu notre rencontre presque prédestinée plutôt que coïncidente a émergé lorsque Claire a mentionné qu'elle avait en fait entendu parler de moi par la communauté locale des sciences marines des mois avant notre rencontre. Où ma réputation professionnelle pour les solutions innovantes d'ingénierie côtière et l'approche collaborative des défis environnementaux avait fait de moi quelqu'un que plusieurs collègues lui avaient recommandé de rencontrer lorsqu'elle avait déménagé dans la région pour son nouveau poste. Nos intérêts et valeurs professionnelles communs avaient créé une base de connexion qui allait bien au-delà de l'attraction physique ou de la compatibilité sociale, construisant un partenariat qui améliorait nos deux objectifs individuels plutôt que d'exiger que l'un de nous sacrifie son moi authentique pour maintenir la paix dans la relation. Lors d'une visite de week-end au centre marin de la baie de Monterey avec Luna, âgée de 2 ans, j'ai aperçu Grace qui nous observait derrière l'exposition du réservoir de requins, l'air débraillé et seul avec des cernes sous les yeux qui suggéraient des difficultés continues avec le sommeil ou la stabilité émotionnelle qu'elle essayait de masquer avec un maquillage soigneusement appliqué qui ne pouvait pas tout à fait cacher l'épuisement sous-jacent. Elle avait clairement perdu du poids depuis la dernière fois que je l'avais vue. Pas de manière saine, mais à la manière de quelqu'un qui avait été stressé au-delà de ses mécanismes d'adaptation normaux pendant une période prolongée. Et ses cheveux autrefois parfaits pendaient mous et non coiffés d'une manière qui aurait horrifié la femme soucieuse de son image que j'avais connue autrefois. Luna pointait avec enthousiasme les requins marteaux lorsque j'ai remarqué que Grace se rapprochait à travers la foule de visiteurs du week-end, se positionnant là où elle pouvait observer notre interaction familiale tout en faisant semblant de lire les plaques éducatives sur les prédateurs marins et leur rôle dans les écosystèmes océaniques. L'ironie de son choix de l'exposition sur les prédateurs pour sa surveillance ne m'a pas échappé, bien que je doute que Grace possède suffisamment de conscience de soi pour apprécier la pertinence symbolique de son choix de lieu pour harceler son ancien partenaire et sa nouvelle famille. Claire expliquait les habitudes alimentaires des différentes espèces de requins à Luna de la manière simplifiée mais scientifiquement exacte qu'elle avait de rendre des concepts complexes accessibles à notre tout petit. Lorsque Grace a finalement rassemblé assez de courage pour nous approcher directement plutôt que de continuer sa tentative évidente mais pathétique d'observation secrète, Grace s'est approchée prudemment avec le genre de vulnérabilité calculée qui avait autrefois été sa tactique de manipulation signature, bien que maintenant cela semblait plus de la désespération sincère que du positionnement émotionnel stratégique et a tenté d'engager une conversation banale sur Luna tout en commentant à quel point elle avait grandi depuis les dernières photos que j'avais postées sur les réseaux sociaux avant de finalement me féliciter pour mon mariage avec une difficulté évidente et une politesse forcée. Elle a mentionné qu'elle avait entendu parler de mon mariage par des amis communs et des publications sur les réseaux sociaux qu'elle avait apparemment surveillées malgré n'avoir aucune raison légitime de maintenir une surveillance de ma vie personnelle des années après la fin de notre relation. Puis a fait des commentaires maladroits sur le fait que Claire était adorable et que notre fille était belle avec le genre d'enthousiasme forcé qui suggérait qu'elle se forçait à être gracieuse tout en luttant intérieurement pour voir des preuves tangibles du bonheur que j'avais trouvé sans elle. La conversation semblait surréaliste parce que Grace tentait de se présenter comme quelqu'un qui avait tourné la page et me souhaitait bonne chance. Mais sa présence à un endroit à 3 heures de là où elle vivait et travaillait suggérait que cette rencontre était aussi calculée et planifiée que chaque autre interaction qu'elle avait orchestrée tout au long de notre relation et de ses suites. Le rebondissement dévastateur est venu lorsque Grace a révélé qu'elle n'avait jamais vraiment tourné la page de notre rupture et qu'elle vivait à Monterey depuis 6 mois. Ayant déménagé spécifiquement pour être près de là où elle savait que je m'étais installé avec Claire après notre mariage, elle avait pris un poste dans une agence de marketing locale qui représentait plusieurs entreprises de la région, y compris certaines qui passaient des contrats avec des organisations de conservation marine, ce qui lui donnait des raisons professionnelles légitimes d'être dans la même région géographique tout en fournissant une couverture pour ce qui était essentiellement une campagne de harcèlement élaborée déguisée en avancement de carrière. Grace a admis que la thérapie l'avait aidé à réaliser que la confrontation de la fête d'anniversaire était sa façon de s'auto-saboter quelque chose de bien par peur de l'intimité véritable. Mais elle a insisté sur le fait que la compréhension de ses motivations lui avait fait réaliser ce qu'elle avait perdu et à quel point elle regrettait d'avoir détruit la meilleure relation qu'elle ait jamais eue pour des raisons qui lui semblaient incompréhensibles maintenant. Elle a parlé de la série de relations ratées qu'elle avait eues depuis notre rupture.
Des hommes qu'il avait soit utilisés pour un divertissement temporaire, soit avaient été intimidés par son intensité, dont aucun n'avait offert la stabilité et le partenariat authentique que j'avais fourni pendant nos années ensemble avant qu'elle ne décide de tout faire exploser pour un effet dramatique plutôt que d'aborder ses peurs par une communication honnête. La désespération dans sa voix était réelle cette fois, contrairement à la vulnérabilité calculée qu'elle avait affichée lors de tentatives de réconciliation précédentes. Mais c'est venu trop tard et pour des raisons entièrement égoïstes plutôt que par une préoccupation sincère pour les dommages qu'elle avait causés. Ma réponse a simplement été un adieu poli et une suggestion qu'elle prenne soin d'elle, délivrée avec le genre de finalité calme qui a clairement fait comprendre que cette conversation se terminait immédiatement plutôt que de se développer en la scène émotionnelle prolongée qu'elle avait probablement espéré créer en public où j'aurais été moins susceptible d'être dur ou dédaigneux. Alors que nous nous préparions à partir, Claire a mentionné tranquillement qu'elle avait remarqué que Grace nous suivait à travers 3 expositions différentes avant de finalement s'approcher, confirmant que cette rencontre avait été aussi calculée et planifiée que tout ce que Grace avait jamais fait, mais que ses compétences en matière de surveillance s'étaient détériorées en même temps que sa stabilité émotionnelle générale au fil des années depuis notre rupture. Luna commençait à être fatiguée et grognon à cause de la foule. Nous nous sommes donc dirigés vers la sortie tandis que Grace s'attardait près du réservoir de requins où nous l'avions laissé, probablement en train de planifier son prochain coup ou d'essayer de digérer le fait que sa révélation dramatique sur son déménagement pour être près de moi n'avait suscité exactement aucune réaction émotionnelle de l'homme qu'elle avait passé des mois à se positionner pour rencontrer accidentellement. En marchant vers notre voiture, la main de Claire dans la mienne et Luna babillant sur les poissons colorés qu'elle avait vus, j'ai ressenti un profond sentiment de clôture qui n'avait rien à voir avec la tentative pathétique de réconciliation de Grace et tout à voir avec la reconnaissance de la manière dont j'avais complètement dépassé la personne que j'avais été lorsque je pensais que son approbation et son affection étaient nécessaires à mon bonheur. La femme debout derrière le réservoir de requins représentait un chapitre de ma vie qui m'avait appris de précieuses leçons sur la reconnaissance de la manipulation et la valorisation de la connexion authentique. Mais elle n'avait aucun pouvoir sur la vie authentique que j'avais construite avec quelqu'un qui avait choisi d'être là chaque jour plutôt que d'orchestrer des scènes dramatiques pour prouver sa propre importance.